Dans ce premier atelier, qui sera animé par Charline Divet, coordinatrice du réseau territorial de promotion de la santé de Fécamp, on va vous proposer 2 retours d'expérience, celui présenté par Florine Letendre de la ville de Fécamp et par Myriam Jackenscrotup de la ville du Havre, pour nous faire un retour de comment on peut travailler sur les facteurs et les comportements des individus en matière de santé et agir efficacement sur les questions qui sont liées à la nutrition. En introduction, on vous propose un petit temps de partage et de discussion ensemble sur ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'est pas si simple pour tout le monde de suivre la recommandation de santé. On va travailler autour de 2 recommandations, celle de manger 5 fruits et légumes par jour et celle de faire 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Selon vous, qu'est-ce qui aujourd'hui explique qu'on peine peut-être les uns et les autres à suivre et à respecter scrupuleusement ces deux recommandations de santé? Je vais laisser la parole à Charline Divet pour qu'elle puisse vous présenter cette question ces déterminants de la santé qui peuvent avoir une influence sur nos comportements. Oui, donc rapidement, faire un petit point sur les déterminants de santé. Donc, ça va être l'ensemble des facteurs personnels, sociaux, culturels, économiques, environnementaux qui vont en fait influencer, soit de manière positive ou de manière négative, la santé et le bien-être de la population. Donc, en général, les déterminants, on les répartit dans 3 grands groupes. Tout ce qui est caractéristiques individuelles, tout ce qui va être plus milieu de vie et puis tout ce qui est système, contexte global. Donc, par rapport aux caractéristiques individuelles, c'est un peu nous le point qu'on voulait souligner sur le premier atelier. Il y a tout ce qui va être caractéristiques biologiques et génétiques. Donc ça va être un peu les composantes internes à la personne. On ne va pas forcément avoir d'emprise dessus. Par contre, au fil de la vie, au fil de notre vie, on va acquérir et développer des compétences personnelles et sociales. Donc, ça va être un ensemble de ressources finalement, de connaissances, de compétences, d'attitudes qui vont permettre de faire face aux défis de la vie quotidienne. Donc, ça va englober tout ce qui est habilité physique, cognitive, affective et sociale. Donc, ce qu'on appelle, nous aussi, compétences psychosociales, donc la gestion des émotions, la résolution de problèmes, les relations sociales, etc. Donc, tout ça, ça va être la capacité, les aptitudes de la personne au niveau ressources psychosociales, pouvoir d'agir, de changer, de prendre des décisions. Va y avoir aussi tout ce qui est habitude de vie, les comportements, la manière de vivre, la façon d'être, la façon de faire au niveau de l'alimentation, de l'activité physique. Et puis tout ce qui va être caractéristique plutôt socio-économique avec, on sait notamment que l'emploi, le revenu, le statut socio-économique, ça va avoir une influence sur l'état de santé de la population. Au niveau des milieux de vie, on est plus sur les conditions, le contexte dans lequel la personne évolue, son logement, son cadre de vie, est-ce qu'elle a un réseau social. Vous parliez tout à l'heure de solitude, de choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça va avoir un impact aussi. Et puis après, tout ce qui est système, ça va être l'ensemble des offres et des services collectifs qui sont administrés et mis à disposition par l'État notamment. Donc, ça peut être l'offre alimentaire, l'aménagement du territoire. Ça, on verra ça dans le deuxième atelier, je crois. Et puis, plus globalement, il y a le contexte politique, législatif, économique, et tout ça qui est un enjeu aussi et qui va influencer la santé de l'individu. Donc, si on regarde un peu plus quelques exemples sur les déterminants de santé en matière d'activité physique, notamment les caractéristiques individuelles, on vous a mis quelques exemples. Par exemple, la croyance dans sa propre aptitude à être actif. Vous disiez tout à l'heure, peur de ne pas réussir. Donc, c'est vrai, est-ce qu'on se sent capable de… Est-ce qu'on a assez confiance en nous pour se lancer dans une activité physique? Tout ça, ça peut jouer. Les représentations aussi qu'on a au niveau de notre santé, de la forme perçue. Est-ce qu'on se sent assez en forme pour s'inscrire dans une activité physique? Et puis aussi, ça peut être tout ce qui est plaisir dans la pratique. On sait que ça peut être un levier de montrer qu'on peut prendre du plaisir dans telle ou telle activité, qu'on n'est pas forcément dans la compétition quand on fait du sport ou des choses comme ça, mais que finalement faire une marche dans un quartier avec un groupe d'habitants, ça peut aussi me procurer du plaisir et du coup, je vais m'intégrer, m'associer à ce type d'activité physique. Donc, il y a tout ce qui est motivation, ça vous l'avez bien mis en avant sur le Padlet, motivation à faire de l'exercice, le goût de l'exercice. Ça peut être aussi tout ce qui est sentiment temporel, sentiment de manque de temps. Il y en a qui se disent « Ah non, je
je vais pas avoir le temps de caser ça dans mon agenda. Moi, c'est trop court pour moi, je suis débordée, c'est pas possible de rajouter l'activité physique dedans. Donc ça dépend vraiment des personnes. Et puis, au niveau du parcours de vie, est-ce qu'on a quelle perception on a de l'éducation physique au cours de l'enfance ou des antécédents d'activité physique? Est-ce que si on a eu l'habitude, étant petit, de partager des bons moments en famille ou entre amis, je sais pas, le dimanche matin en faisant de l'activité physique, après on sera plus à même de se lancer dans une pratique d'activité physique, alors que si on a des mauvaises expériences, un souvenir, par exemple en cours, je sais pas, au collège d'éducation physique, on a une mauvaise expérience, ça s'est mal passé et là on va peut-être avoir une forme de rejet sur l'activité physique en se disant: «Bah, c'est pas pour moi, je vais pas me lancer là-dedans». Donc voilà, c'est des choses qui peuvent déterminer, influencer le fait de faire de l'activité ou pas. Comme la transition de vie aussi, on sait qu'en début de vie familiale, quand on vient d'avoir un enfant, on est un peu débordé, on est fatigué, l'emploi du temps est chargé. Donc on va plutôt, prioriser les enfants, la famille et peut-être délaisser, cette activité physique. Alors qu'en fin de vie professionnelle, on peut avoir besoin de développer des relations, sociales au quotidien et là, on va plus, facilement peut-être s'intégrer, dans ce genre d'atelier ou de temps, collectif. Donc c'est un peu pareil pour, l'alimentation. Du coup, il va y avoir un peu les mêmes, déterminants qui vont influencer, mais aussi l'image de soi, l'estime de soi, de son corps, ça va avoir un impact aussi et son rapport à la nourriture sur le fait d'avoir, une alimentation saine et de qualité, ça va être déterminant. Sur les compétences psychosociales aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, aptitude à analyser, à décider, à changer. Est-ce que je vais réussir à changer facilement mes habitudes ou non? À me lancer, dans de nouvelles choses? Tout ce qui est, préférence alimentaire, goût, notion de plaisir à cuisiner, ça, aussi, on sait que ça va avoir un impact. Si on aime cuisiner, si, il y a eu des transmissions au niveau de la famille, des habitudes familiales, où on a eu l'habitude de passer des bons moments, de cuisiner ensemble, on va peut-être plus s'orienter vers des repas équilibrés. On pourra peut-être, plus travailler les fruits, les légumes, préparer ses propres repas. Alors qu'il y en a, on a plus l'habitude d'utiliser, des aliments tout préparés, transformés, on ne va pas forcément avoir les mêmes habitudes de consommation. Et puis, la représentation, le lien qu'on fait entre alimentation et santé, alimentation saine, qu'est-ce que c'est pour moi? On n'a pas forcément tous, les mêmes définitions, les mêmes représentations par rapport à ça. Donc tous ces déterminants au niveau des caractéristiques individuelles, ça va jouer sur, notre, pratique d'activité physique régulière et puis le fait d'avoir une alimentation saine et de qualité. Je ne sais pas s'il y a des questions après les questions. Non, c'est bon. De mon côté, je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions aux intervenants si vous le souhaitez. On va passer la parole à Florine Letendre, qui va nous parler justement de la prise en compte de tous ces déterminants individuels pour orienter les actions dans un territoire, comment on tient compte et on prend en compte les besoins des populations, des individus. Et donc, tous ces déterminants individuels qu'on a pu évoquer ensemble avec Madame Divé dans les actions que l'on va mener. Je vous laisse la parole, Madame Letendre. Bonjour à tous. Donc moi, je suis référente famille au sein d'un centre social sur Fécamp, sur le quartier prioritaire. Et donc, on a réalisé dans le cadre du renouvellement du contrat de projet, nous avons réalisé un diagnostic partagé donc, avec les habitants, les partenaires sur le territoire. Et donc, les questions de santé sont ressorties quand même importantes. Et un point amélioré donc, sur le quartier. Donc, nous avons décidé au travers toutes les actions que l'on peut mener au sein du centre social, donc autour d'ateliers cuisine, d'ateliers bien-être. Nous avons un contrat adulte relais qui est chargé de médiation par le sport aussi. Donc, nous proposons des séances activités sportives, donc de la marche aux séances parents-enfants à la découverte du sport, etc. Et du coup, pour formaliser tous ces ateliers, aller un petit peu plus loin sur le travail sur les déterminants de la santé, on a décidé de réaliser un questionnaire auprès des habitants et des professionnels
Alors, au départ, le projet, c'était de constituer une petite commission et un groupe pour créer le questionnaire, donc un groupe habitant et un groupe de professionnels mixés. On s'est rendu compte que c'était pas vraiment possible et en fait que ça se faisait surtout avec les habitants à chaque fin d'atelier. Donc, soit les ateliers cuisine, lorsqu'on partage le moment de convivialité. En fait, c'est dans ces moments-là qu'on arrivait à en parler. Donc, à chaque fois, on prenait un petit temps et on a construit ensemble le questionnaire que là, on commence à partager auprès de tous pour pouvoir récolter les réponses. Donc, ça a pris un petit peu de retard suite à la pandémie. Il y a eu des changements dans les équipes. Mais voilà, là, ça y est, donc on va le communiquer à tous les habitants et tous les partenaires du territoire afin d'en ressortir les points les plus importants et pouvoir mener des actions donc, de prévention, mais pas que d'ailleurs, des actions autour voilà, des pathologies, des actions parents-enfants aussi, pour pouvoir toucher vraiment tout le monde. Voilà. Très bien, merci. C'est important dans ces phases de diagnostic de prendre soin de, pardon, des besoins précis des populations et d'aller explorer tous ces déterminants qu'on a pu identifier et lister ensemble tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est du goût, du plaisir, qu'est-ce qu'il en est de son sentiment d'efficacité, de son sentiment de son automotivation, d'aller explorer toutes ces dimensions-là pour avoir peut-être un peu plus d'efficacité dans les actions que l'on pourrait proposer. Je vais donner la parole à Madame Myriam Jacquin-Scrotop. Je vais partager mon écran aussi pour que vous puissiez voir le diaporama avec une présentation d'une action qui est menée sur le territoire du Havre, Cité en forme, où on va voir qu'on reprend là aussi cette idée d'une attention particulière portée aux déterminants individuels de santé pour pouvoir orienter, peut-être même réorienter, les actions qui sont menées dans les territoires. Bonjour à tous. Je vous laisse, ouais, voilà. Je vous laisse partager l'écran. Donc, je suis Myriam Jacquin, donc la coordonnatrice de la réussite éducative. Et là, je vais vous présenter plus précisément une action qu'on a développée dans le cadre de la cité éducative Cité en forme. Mais ce qui nous semblait intéressant, c'était plutôt de voir en fait notre démarche dans ce cadre-là, comment on a construit le projet, tous les moments d'échec, des balbutiements, les difficultés, des choses où on est encore très interrogatif. Bon, voilà. Ce n'est pas une thématique facile. Que de parler d'alimentation avec les familles, de parler de bien-être et d'activité physique. Et j'avais envie de vous partager un peu mon expérience, voilà, à travers tout ça. Alors, en quelques mots, la diététique, dans notre service, ça fait déjà depuis quelques années qu'on en parle, de l'alimentation, notamment dans le cadre de la réussite éducative. En 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, la réussite éducative, c'est un dispositif de la politique de la ville. Donc, on intervient uniquement dans les quartiers politiques de la ville pour accompagner les enfants en grande fragilité, qui rencontrent des difficultés multiples dans leur parcours et pour lesquels la famille se mobilise. Donc, on a, voilà, c'est que par prescription, en fait, c'est que des professionnels de l'éducation nationale, des professionnels médico-sociaux qui nous proposent des situations et en fait, on va proposer un parcours personnalisé qui va durer 1 an ou 2 ans dans la vie de l'enfant. Et en fait, on a un volet santé assez important où on propose des consultations, des suivis psychologiques, orthophoniques, psychomotricité et diététique. Ça n'a pas été dans les premières actions qu'on a mis en place, mais assez vite dans la réussite éducative où la santé scolaire et la PMI, qui sont dans nos principaux partenaires, nous ont dit qu'il faut absolument mettre en place des suivis diététiques. Et je vous dis ça parce que le PRE, il a grandi, parce que le programme de réussite éducative, c'est un vieux dispositif de la politique de la ville.
Et qu'en 2007, quand on a commencé les suivis diététiques, on n'avait pas beaucoup d'enfants et toutes les actions, on a eu une forte demande, pour les ensembles des actions et peu, je dirais peu, pour les suivis diététiques. Alors qu'en même temps, bah, je ne vais pas vous refaire les chiffres, vous les connaissez mieux que moi, mais on peut s'alarmer sur la malbouffe dans les quartiers et tout ça. Voilà, moi, je ne vais pas vous redire, hein, pourquoi il faut s'en inquiéter. Mais ça nous a posé question, alors qu'est-ce qu'on propose, au niveau du programme de restitucative et pourquoi on en est arrivé à s'interroger sur une autre alternative, en tout cas une autre offre, pour notre public. Donc c'est des consultations individuelles, exactement, comme en libéral, mais beaucoup mieux, parce que, tout simplement, on a des professionnels, donc 2 professionnels qui sont Élodie Guiton et Émilie Gelin, qui sont, 2 professionnels qui connaissent bien ce public en précarité et qui vont super s'adapter à la situation individuelle en proposant donc en fait d'intervenir au sein de l'école, dans l'établissement, le collège de l'enfant et sur le temps scolaire. Et puis on invite les parents à nous rejoindre pour évoquer avec eux les difficultés diététiques de l'enfant. Et donc, peu de suivi diététique durant toutes ces années. Et on a essayé de comprendre en fait les difficultés rencontrées pour mobiliser le public. Alors, aussi peu de séances, peu de demandes. Et en plus, sur tous ces enfants-là, en fait, on s'est rendu compte que des fois, on avait des familles qui n'allaient pas à tous les rendez-vous. C'était un peu compliqué de mobiliser sur l'ensemble des actions, alors que ce n'est pas trop le cas sur les autres actions de la réussite éducative. Et dans le même temps, alors je vois que Stéphanie, elle est là, donc en 2019, on réfléchissait vraiment à toutes ces consultations individuelles qu'on mettait en place dans la réussite éducative. Et dans le même temps, donc l'État a décidé de labelliser un territoire, puis ensuite un second territoire du Havre en cité éducative. Et donc, avec Stéphanie Genestlé de la communauté urbaine, nous avons animé des groupes de travail au niveau de la santé. Et puis aussi, de notre côté, nous avons continué à mettre en place des groupes ou bien interroger des partenaires, parce que je vous rappelle qu'après 2019, c'était 2020 et que c'était difficile de mettre en place des groupes de travail. Mais en tout cas, quand on a interrogé l'ensemble des partenaires autour du territoire sur qu'est-ce qui pour eux était problématique au niveau de la santé, à chaque fois revenait en priorité le problème des enfants qui ne faisaient pas assez d'activité physique, des problèmes d'alimentation, des problèmes de surpoids des enfants. Et plus précisément, en fait, pour faire un petit tour d'horizon, nous, des difficultés qu'on peut rencontrer, donc, et là, je vais peut-être plus me bloquer sur le territoire Marouge, Montgaillard, Bois-de-Bléville, qui est la première cité éducative, mais qui, à mon avis, c'est pareil sur l'ensemble du territoire du Havre au niveau des quartiers prioritaires. Voilà, ce qui faisait consensus, en tout cas, c'était de dire qu'il y avait vraiment des difficultés motrices chez les enfants. Des enfants qu'on voyait en maternelle avec des difficultés pour descendre un escalier, des chutes fréquentes, des maladresses. Nous, les psychomotriciennes de la réussite éducative, qui expliquaient qu'en fait, c'était, pour elles, ce qui est vraiment très important, c'est qu'en fait, les enfants ne sont plus du tout ni dans la manipulation, ni dans ressentir son corps, et qui prennent peu de risques en fait, et dans l'activité physique, ce qui permet évidemment de développer son schéma corporel et de développer aussi des schèmes moteurs pour ensuite permettre d'acquérir de plus en plus au niveau complexe. Alors, vous allez me dire, la motricité, c'est bien loin de notre sujet, mais si, parce que vous allez le voir après, c'est aussi quelque chose qu'on a bien remarqué, c'est aussi bien connaître son schéma corporel et bien intégrer et être à l'aise dans son schéma corporel, ça va permettre aussi d'être mieux conscient de son corps et des difficultés rencontrées. Sur l'alimentation, donc la santé scolaire est particulièrement inquiète sur ce territoire, sur la surcharge pondérale de nombreux enfants,
sur des enfants qui sont minces aussi, mais qui ont une alimentation très déséquilibrée. L'hôpital, lors du groupe de travail sur la santé, nous a alertés sur le nombre d'enfants au Havre de diabétiques de type 2. Et puis aussi après sur les comportements, l'absence de repas en famille, l'infirmière scolaire qui juste la veille où on l'avait rencontrée nous disait qu'il y avait un enfant qui avait mangé une énorme tartine de 6e et qui n'arrivait pas à digérer cette tartine et qui se retrouvait à l'infirmerie. Les diététiciennes nous évoquent évidemment que quand on parle avec les familles de l'alimentation et de dire, elles nous disent surtout vous ne touchez pas à ça, c'est notre dernier précaré, cette alimentation plaisir qu'on offre à nos enfants, et de dire que ce petit pain au chocolat qui va être apporté au goûter avant d'arriver à la maison et de manger un bol de cornflakes, c'est le seul plaisir qu'on donne à notre enfant, donc on n'y touche pas. Nous, dans tout ce qu'on peut voir aussi, c'est aussi l'absence d'ustensiles de cuisine et puis le savoir-faire pour préparer les repas. L'absence d'ustensiles de cuisine, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est assez conséquent et qu'on voit parce qu'on intervient dans la réussite éducative au domicile. Et alors, pour un petit exemple, simplement pour m'illustrer, c'est par exemple je suis allée voir une maman et elle avait plein de courges butternut que la banque alimentaire lui avait offert. Et je lui expliquais, demandé qu'est-ce qu'elle allait faire avec. Elle m'a dit qu'elle allait les jeter. Et donc, moi, offusquée de jeter. Voilà, bref. Et en fait, tout simplement, elle allait les jeter parce qu'elle ne pouvait pas les couper, parce qu'elle n'avait pas de couteau adapté. Bien entendu, la méconnaissance pour les enfants, également des parents, de tout ce qui concerne les fruits et légumes, savoir nommer, savoir reconnaître le goût, la saisonnalité, et une vraie difficulté par rapport aux portions, de se rendre compte que souvent c'est le même plat et la même portion qui est apporté à un enfant de 4 ans ou à un grand. Et aussi, alors même si on l'entend moins, et là, ce qui est peut-être, à mon avis, beaucoup plus positif et qui, merci l'État d'avoir œuvré dans ce sens-là, on a beaucoup moins d'allégations publicitaires lors des suivis diététiques ou lors des rencontres avec les familles. On n'entend plus qu'il faut manger du Kinder Bueno pour avoir sa dose de calcium dans la journée. Et on entend un peu moins les messages comme quoi la méthode miracle, aussi la chirurgie bariatrique, ce qui nous avait un petit peu interpellés pendant un moment donné sur le Havre, de se rendre compte que, en gros, la réponse qui était donnée dans les quartiers politiques de la ville par rapport au surpoids, c'était faites-vous opérer, mesdames. Voilà, donc ça, c'était plutôt intéressant. Et donc, voilà, c'était un peu tout ça, tout ce truc-là, et en même temps de se dire, nous, la réponse qu'on a, c'était des suivis individuels et ça ne fonctionne pas tant que ça. Et en même temps, de se dire, mais pourquoi les professionnels ne nous orientent pas massivement les enfants vers les consultations individuelles? Et là-dessus, en fait, je ne suis qu'une petite dame du terrain et je ne suis pas chercheuse là-dedans. Mais on s'est interrogé sur pourquoi nous aussi, l'équipe de réussite éducative, mais aussi les partenaires, en fait, on n'était pas si à l'aise que ça pour parler de problèmes d'alimentation dans les familles, qu'on avait c'est pas toujours facile non plus de dire et vous, madame, votre surpoids et tout ça, c'est pas si simple que ça. Et puis en même temps, de se rendre compte que nous-mêmes, en tant que professionnels, on n'était pas terrible non plus sur nos connaissances et qu'on avait pas mal de croyances aussi autour de l'alimentation. Parce que voilà, c'est peut-être un des sujets sur lesquels en fait on est tous l'impression de tout savoir, mais en fait au fond pas mal d'injonctions contradictoires qui véhiculent nos petits cerveaux et qui brouillent peut-être le message qu'on apporte au public. Alors, sur les éléments de bilan de la réussite éducative, sur la forme classique en fait de consultation individuelle, donc au sein des établissements scolaires. Donc c'était vraiment très bien, et j'essaie de regarder le temps, de voir pour que je ne dépasse pas, mais un format classique de prise en charge, c'était très rassurant pour les gens, c'était exactement ce que leur avait dit le médecin, aller voir une diététicienne, donc ça c'est vraiment très positif.
Et puis ensuite, c'était quelque chose qui est hyper adapté. C'est-à-dire qu'on a les diététiciennes qui, de temps en temps, quand elles voient que la famille a vraiment des difficultés de compréhension par rapport à qu'est-ce qu'on doit acheter quand on achète un yaourt, et ben, c'est d'aller faire les courses avec eux, les amener à comprendre mieux les étiquettes. Donc vraiment quelque chose d'hyper adapté. On a adapté, par exemple, les recettes de cuisine des plats traditionnels de certains pays pour les rendre un peu moins gras ou simplement trouver des ingrédients qu'ils ne trouvaient pas en France. Et puis, évidemment, quelque chose d'hyper de proximité, puisque ça se passe au sein des établissements scolaires. Les difficultés qu'on a pu rencontrer, et je pense que même si ça n'a pas toujours été évoqué par les familles, c'est le côté très intrusif en fait. Quand on parle d'alimentation, de diététique, de bien-être en consultation individuelle, et ben on parle de soi et on parle aussi des difficultés qu'on peut rencontrer au sein de sa famille et des difficultés qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait conscience. On se concentre sur l'enfant et voilà, et ça peut faire un peu de désordre pour certaines. Voilà, on demande en fait un investissement où la famille n'est peut-être pas prête à ce moment-là d'aller vers le changement. Et puis, en fait, sur le problème du repérage par les professionnels, c'est vrai quand même qu'on s'interroge. Alors, en plus de tout ce que je vous disais, c'est-à-dire d'une culture professionnelle où on doit être peut-être plus formé et mieux formé autour de cette problématique d'alimentation, mais aussi de s'interroger pourquoi en fait on a très peu d'enfants qui sont orientés, que ce soit vers la diététique réussite éducative ou vers d'autres actions autour de l'alimentation. Je vais passer, je peux pas, c'est moi qui peux passer, ouais, voilà. Alors, comment on s'est dit qu'il y avait 3 axes à développer autour de Cité en forme, parce que pour nous, ça nous semblait indispensable. Je vous rappelle quand même que nous, notre public cible, c'est vraiment les publics des quartiers, mais ceux qui vont pas vers des institutions classiques, des structures de centres sociaux, des structures de loisirs ou des institutions pour dire « Bonjour madame, j'ai un petit souci avec l'alimentation de mon enfant et je me pose beaucoup de questions pour aller plus vers une alimentation végétale, donc qu'est-ce que je peux mettre en place ?» On est quand même sur des familles où il y a peu de conscience et en tout cas peu de demandes par rapport à ça. Donc il fallait qu'on mobilise les partenaires. Mieux mobiliser pour nous les partenaires, c'était à la fois et d'abord et avant tout, pour mieux nous mobiliser, nous, l'équipe. Et donc, on a été, grâce aux ASV et l'ARS, on a pu bénéficier d'une formation sur les compétences psychosociales, ce qui nous a été d'une grande aide pour mieux comprendre aussi que c'était peut-être pas, des fois, on était un peu brutal quand on évoquait les choses et qu'il y avait d'autres méthodes. Et puis aussi, les diététiciennes de la réussite éducative ont pu nous former, ainsi qu'on a pu bénéficier aussi d'autres formations, notamment, je pense à celle de Normandie pédiatrique, et qui est excellente sur cette question. Et puis, une deuxième phase qui est vraiment essentielle et indispensable, c'est-à-dire que quand, en gros, à ce moment-là, on a pu évoquer avec les diététiciennes qu'on avait la possibilité, dans le cadre de la cité éducative, de mettre en place une action innovante. Elles nous ont répondu « Ok, il faut mettre en place une action des ateliers, donc des actions collectives ». Et là, nous, ça nous a fait très peur parce que les ateliers collectifs, eh bien, souvent, c'est quand même compliqué de mobiliser ce public le plus éloigné. Et donc, on s'est dit que si on partait là, il fallait qu'on passe une grosse partie de cette action à aller vers eux. Donc, c'est un référent de parcours une référente de parcours de la réussite éducative, Kadra Boubirima, et un médiateur, Ousmane Conté, qui ont pris du temps, beaucoup de temps, pour aller voir le public des quartiers, aller chez eux, discuter avec eux, les accompagner et les mobiliser, leur donner envie de s'inscrire dans ces ateliers. Et enfin, et puis aussi, on s'est dit que pour aller plus loin et pour mobiliser aussi plus de public, on allait travailler avec les écoles maternelles, vu qu'on est sur la cité éducative, sur ce continuum éducatif, et proposer en fait des actions un peu choc au sein des écoles maternelles, où on propose en fait de venir, d'inviter des familles de l'école pour échanger autour de l'alimentation.
et leur donner envie de venir à nos ateliers en proposant pas des viennoiseries ce jour-là, voilà, mais en proposant d'autres choses, d'autres actions un peu choc, un peu phares qui donnent envie pour eux de venir. Sur l'expérience innovante et étonnante, en fait, oui, alors étonnante, pourquoi innovante? Oui, bien sûr, mais non, elle n'est pas du tout, elle est ni innovante ni étonnante, hein, vous allez voir. C'est des ateliers collectifs, mais étonnante, oui, parce qu'on s'est dit qu'il fallait réussir à surprendre pour que les gens puissent venir nous voir et nous rencontrer, surtout que quand on a commencé à en parler avec les familles, on avait plutôt des têtes un peu... elle va encore nous parler de régime, elle va encore nous dire que la tarte au maroilles, c'est pas bon pour la santé, que tout ça, enfin voilà, c'était un peu compliqué au départ. On s'est dit qu'on n'allait pas réussir à mobiliser du public autour de ces actions-là, parce que beaucoup d'actions existent et qu'ils y trouvaient peut-être pas tout à fait leur... Voilà, bref, voilà, vous avez compris. Donc, ce n'était pas toujours facile pour les familles. Alors, simplement, je voulais vous faire un petit zoom pour la cité éducative. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'en parle depuis tout à l'heure. Voilà. La cité éducative, hein, c'est donc labellisé, c'est pour accroître les chances de réussite des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans, donc sur les territoires Marouge, Montgaillard, Bois-de-Belleville pour la cité éducative Nord, et sur l'ensemble des quartiers sud pour la cité éducative Sud. Donc, c'est conforter le rôle de l'école et du périscolaire, c'est promouvoir un continuum éducatif. Donc, c'est ça qui va être vraiment très intéressant, ça va être de se dire qu'entre de la naissance aux 25 ans de l'enfant, et essayer qu'il n'y ait plus ces séparations, ces ruptures au niveau au niveau, et puis que vraiment tous les partenaires on travaille dans le même sens pour le bien des enfants et ouvrir le champ des possibles. Donc, c'est tout un travail de pilotage qui, en fait, il y a plusieurs pilotes, hein, l'État, l'Éducation nationale, la ville et le GIP de la communauté urbaine qui sont pilotes de tout ce projet. Il y a plein d'autres actions hein, autres que la cité en forme. Alors, cité en forme, qu'est-ce que c'est exactement? J'en arrive là. C'est donc des ateliers collectifs qui sont proposés. Alors, pour qui et là, attendez, normalement, ouais, voilà, pour qui des familles qui sont dans une démarche d'amélioration de leur santé. Alors, évidemment, on n'a pas été voir, à un moment donné, la famille qui nous dit clairement, il fallait qu'on arrive à trouver une petite ouverture, une petite étincelle dans je veux bien me mobiliser sur cet atelier-là, quand même. C'est-à-dire que la famille qui nous a dit clairement qu'eux, ils voulaient rester costauds, qu'ils trouvaient ça beau et qu'ils ne changeraient rien à leur alimentation, on n'est pas suicidaire. Donc, on n'a pas spécialement été les voir dans un premier temps, mais dans un second temps, oui. Et en finale, c'est une des familles sur lesquelles qui s'est certainement le plus mobilisée. Mais je ne sais pas pourquoi, mais parce que justement, ils avaient tellement peur qu'on leur reparle et rebâche d'un régime, d'un machin, de 5 fruits et légumes par jour, qu'ils ont eu très peur de ça. Des familles qui ont échoué à une prise en charge classique, qui ont peut-être envie d'avoir une autre manière de voir l'alimentation et le bien-être. Et pour ceux qui donc n'ont pas conscience de leurs erreurs, mais plus largement qui n'ont pas conscience de leur corps. Nous, on a cru au début, enfin il y a quelques années encore, qu'on avait des familles qui étaient dans un manque d'estime de soi, que voilà, tout ça. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on a des familles qui sont le degré avant l'estime de soi. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils ont peu de conscience de leur corps. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que quand on parle avec certains parents, en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout dans voilà, la conscience de se dire quand je respire, et mon ventre bouge, il se passe ça dans mon corps, que quand on me caresse, j'apprécie ça parce que c'est ça. Enfin, qu'ils peuvent nommer leurs émotions, qu'ils peuvent être conscients de ce qui se passe. Et donc, l'étape avant, en fait, l'estime de soi, quoi. Et ça, c'est très inquiétant. Et pour ça, donc, vraiment de dire, est-ce qu'on peut prendre du temps là, pour vous, rien que pour être dans ce ressenti et de pouvoir le formuler. Et pour ceux, tout simplement aussi, qui ne sont pas prêts à une prise en charge individuelle parce qu'ils n'ont pas tellement envie qu'on soit trop intrusif, mais qui veulent bien être dans l'échange en groupe, parce que c'est plutôt sympa et tout ça. Et pour des familles qui sont peu assidues, qui ont perdu confiance en eux, qui ne savent pas trop si aller en consultation individuelle à chaque fois, ils arriveront à le tenir. Voilà, donc alors qu'est-ce que c'est? Donc on a mis en place des ateliers donc dans les quartiers
avec un groupe donc on a mobilisé bien avant pour qu'ils viennent. Et les ateliers, qu'est-ce que c'est? Alors, les noms sont ce qu'ils sont, hein, mais c'était pour essayer de parler avec les gens, en sachant qu'on a proposé une plaquette en FALC, en facile à lire, à comprendre, pour que ce soit accessible aussi à tous. Et donc, il y a un atelier qui s'appelle Bien-être et si on en parlait. C'est co-animé avec diététicienne et une psychologue. L'idée, c'est aussi, dès le premier atelier, de voir s'il ne faut pas réorienter les familles vers un suivi thérapeutique, si on voit qu'il y a d'autres points de blocage. Voilà. Donc, on parle là de bien-être, de voir aussi comment on peut trouver des ressources en interne, des ressources internes plutôt, pour prendre du temps, pour avoir des loisirs, la famille, tout ça. On m'a dit quelles sont les idées reçues, donc sur ça, c'est vraiment important de passer quand même déjà de démarrer sur toutes les croyances qu'on a autour de l'alimentation, de tout ce qu'on pense savoir et qui fait qu'on va s'interdire des choses ou pas. Et puis, pour mieux comprendre et repartir peut-être un peu à zéro sur le niveau technique. À chaque fois, nos ateliers, c'est on a beaucoup d'échanges. Les familles vont apporter aussi ce qu'elles savent et ce qu'elles et donc permettre d'échanger avec d'autres familles et puis en même temps quelques petits apports techniques comme ça sur voilà. Donc là, ces ateliers-là, par exemple, ces 2 ateliers-là, ces 2 premiers ateliers, c'est que ouvert aux parents, ça se passe pendant le temps scolaire. Et le 3e atelier, ils sont choux, ces trucs verts. C'est vraiment là, avec les enfants, on amène une dose énorme de légumes et de fruits de saison pour que, en même temps, on puisse cuisiner, découvrir, nommer les aliments et goûter et puis repartir avec tout ça à la maison. Pareil pour les portions magiques. Là, on est vraiment sur des ateliers pour comprendre mieux les portions. Et puis, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Là, on va parler aussi un peu éducatif de comment on peut faire pour faire un repas sympa avec l'ado chiant et le petit qui n'arrête pas de brailler, pour essayer de remettre tout le monde autour de la table, même s'il y a un écran. Voilà, comment on peut faire plaisir, équilibre et comment on peut faire pour que ça se calme un peu au sein de la famille. Et vous avez dit bouger. Là, voilà, c'est sur l'activité physique modérée, voir un peu comment on peut faire pour se mettre un petit peu en mouvement autour de son quartier, dans son quartier, et bien connaître. Et le repas de partagé, là, c'est festif, hein, c'est un pique-nique, plein de grâce sucrée, des chips, machin, non, c'est pas vrai. Et il y a voilà, un repas partagé où tout le monde amène son pique-nique et on discute. Voilà, par exemple, une petite idée d'un atelier qui fait bondir à chaque fois. Alors normalement, il n'y a pas les sucres qui apparaissent, mais voilà, c'est de jouer avec les sucres pour voir qu'est-ce qui est classé du plus ou moins sucré. Tout le monde se fait avoir, moi en premier. Après, je me suis mise à boire du soda, des BN après ça, mais oui, c'est bien la pomme qui a le plus de sucre. Et puis, une dernière photo, en fait, on vous montre justement l'atelier légumes qui s'est passé sur les quartiers sud.